Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes lundi 5 février 2018. Cette nuit, nous pouvons noter que, enfin ce matin, nous pouvons noter que on a eu une accélération de l'activité économique chinoise au mois de janvier, qui est revenue globalement assez plus haut depuis 2011. L'indice PMI Composite qui est ressorti voilà près de ces niveaux de l'été 2011. Alors on va voir ça en détail juste après l'avertissement égal sur risque que je vous invite à prendre connaissance. On va également faire un résumé de la semaine dernière et on va introduire cette nouvelle semaine qui s'ouvre sur les marchés. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors tout d'abord, je veux saluer la salle de trading. Alors bonjour à vous Eliane, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. Catherine, Didier, François. Voilà, bonjour à vous chers auditeurs et auditrices. Alors au niveau du briefing de l'actualité, on a pour ce qui est des marchés à actions qui continuent à chuter, ils ont continué à chuter vendredi. Ils continuent également cette nuit sur les indices asiatiques. On voit les futurs américains également qui sont dans le rouge ce matin, donc ça présage d'une baisse également sur les indices européens aujourd'hui, encore une fois. Pourquoi on a ce mouvement vendeur? Simplement parce qu'on a un marché qui price de plus en plus 4 hausses des taux de la Fed. Les taux, du coup, aux US, et on va dire dans le monde, s'emballent un peu trop vite. Et le fait qu'ils accélèrent trop rapidement, ça fait pression. Ça fait pression sur les marchés actions, tout simplement parce que étant donné que c'est pas une hausse progressive, les coûts d'emprunt des entreprises sont trop importants à un moment. Enfin, la différence entre par exemple le dernier trimestre et actuellement, eh bien, elle est trop importante. Donc les coûts des entreprises sont attendus un peu plus élevés. Et c'est pour ça qu'on a ce repli sur les marchés actions. En plus de cela, 4 hausses des taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement une augmentation du montant qui ne sera pas réalloué pour renouveler la dette américaine, parce que vous savez que la Fed procède à une normalisation du bilan, c'est-à-dire que elle réduit peu à peu son bilan, ses dettes. En fait, au lieu jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au mois d'octobre, toutes les dettes qui arrivaient à échéance, eh bien, elle est renouvelée. Si par exemple il y avait 10 milliards de dollars qui arrivaient de l'équivalent en dette qui arrivaient à échéance, eh bien, elle renouvelait l'intégralité. Depuis octobre, elle renouvelle une partie du montant. En fait, il y a à peu près 10 milliards par mois, 10 milliards par mois qu'elle ne renouvelle pas, pour peu à peu faire baisser la dette. D'accord? Donc si par exemple il y a 50 milliards qui arrivent à échéance, c'est un exemple, eh bien elle va renouveler que 40, dans le but de peu à peu faire baisser son bilan. Voilà, donc on peut anticiper que 4 hausses des taux, elle va peut-être encore diminuer son montant qu'elle alloue au, au renouvellement de la dette. Et donc ça pourrait faire pression sur le marché obligataire. Parce que vous savez que les obligations, le marché obligataire a été inondé par les banques centrales lors des politiques monétaires d'expansion, avec les fameux quantitative easing où les banques centrales rachètent à tour de main les dettes qu'elles peuvent. Au niveau de la Chine, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un indice PMI composite qui est ressorti assez plus haut depuis 2011, à noter grâce à la forte croissance des services, alors que l'activité manufacturière se stabilise, assez plus haut de 4 mois pour être précis. Et au niveau de l'emploi US, donc voilà, un NFP qui est sorti au-delà du consensus à 200 000 créations d'emplois hors secteur agricole, et celui de décembre a été réestimé à la hausse, à 180 000 créations d'emplois contre 160 lors de la première estimation. Le taux de chômage est resté stable à 4,1%, mais les salaires ont accéléré à un rythme le plus élevé depuis 2009. Donc, qui dit accélération des salaires dit, présume d'une accélération de l'inflation. Voilà. Et étant donné que c'est le rythme le plus élevé, on peut s'attendre à une accélération plus importante que les précédentes prévisions. Voilà. Au niveau de ce matin, on peut voir que le Nikkei
recule de 2,55%, le yen progresse, le gold est à l'équilibre, le Hang Seng Index perd presque 1%. Donc on a clairement de la version au risque qui continue ce matin. Et au niveau des calendriers économiques, alors cette semaine, ce sera globalement la semaine des PMI composites et services. On peut voir le PMI composite services chinois, 53,7 et 54,7. L'indice PMI composite et services de la Grande-Bretagne à 10h30. 11h, vente totale à la zone euro. Les indices PMI de la zone euro seront publiés demain. 16h, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Et enfin, on aura un petit discours de Mario Draghi au Parlement européen à Strasbourg à 17h, heure française. On passe sur la plateforme. Si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez que je regarde, n'hésitez pas. Franck, bonjour à vous. Bonjour Olive. Un petit mot sur l'US dollar et l'USD yen. Très bien. Alors, j'ai préparé ce graphique devant vous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le dollar en vert avec les différents rendements, différentes maturités des obligations américaines. On peut voir que les rendements sur globalement un an, eh bien, ils progressent largement. Le 2 ans a presque doublé en l'espace d'un an. D'ailleurs, le rendement à 2 ans américain, le 2 ans américain, a un meilleur rendement que les dividendes du S&P 500. Or, on sait que le marché obligataire, c'est le marché, un marché globalement sûr, on va dire qui a pas trop de risques. Il y a pas de risque de défaut de paiement des États-Unis. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Alors que sur les actions, bien vous savez qu'une action, c'est beaucoup plus risqué d'acheter une action qu'une obligation. On est d'accord. Eh bien, dites-vous bien que l'obligation à 2 ans américaine rémunère plus que les dividendes du S&P. Donc, on a un petit problème. Ça veut dire que globalement, en ce moment, on a l'aversion au risque qui donne plus de rendement, qui fournit plus de rendement que les valeurs à risque, tout simplement. Donc, ça pourrait poser problème à terme sur le S&P parce qu'on pourrait voir, eh bien, les investisseurs qui, au lieu de prendre des risques en achetant des actions, eh bien, vont tout simplement acheter la dette à court terme américaine et du coup on pourrait connaître un repli du S&P. C'est un indicateur en plus, du moins, qui voilà inquiète, qui signale une baisse potentielle du S&P. On en a beaucoup. On a le ratio PE de Shiller, on a ce fameux croisement des deux courbes, le 2 ans américain et les dividendes du S&P. Bon, on a un tas de facteurs, on a le RSI, on a plein de choses qui signalent une baisse potentielle, mais pour le moment on n'a pas vraiment la baisse. Bon, il y a une petite baisse la semaine dernière, mais est-ce qu'on peut parler de repli? Est-ce qu'on peut parler que ça y est, le S&P va prendre un -5, -10%? -5 peut-être, -10 ça me semble beaucoup trop tôt pour l'annoncer. Voilà. Donc voilà, même si le futur ce matin est baissier, ça me semble compliqué de dire qu'on rentre dans un bear market. La tendance est clairement haussière. Le S&P est à peu près 10% au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Donc parler de repli à cet instant, ça me semble un petit peu beaucoup. Voilà. À noter que le 30 ans américain a augmenté de 1,20% sur une année, le 10 ans de 17, le 5 ans de 39. Voilà, qu'on a des rendements qui sont de plus en plus élevés. On peut voir que c'est depuis septembre concrètement. Depuis septembre, on a vraiment un bond des rendements. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé au mois de septembre? Eh bien, on a eu la fameuse Fed avec les probabilités de hausse des taux qui ont commencé à augmenter. Je rappelle que l'été 2017, si on s'en rappelle bien, on avait quand même des doutes sur l'inflation américaine, il y avait quand même pas mal d'incertitudes, il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins que l'été dernier. Là, on a de plus en plus d'indicateurs qui tablent sur une accélération de la croissance, une accélération de l'inflation, l'accélération des prix. Et donc depuis, ça augmente les probabilités de hausse des taux. Et voilà, on a les taux qui augmentent beaucoup trop rapidement pour les marchés. Donc concrètement, je pense que l'inflation n'a pas été totalement pricée, cette accélération de l'inflation n'a pas été totalement pricée par le marché encore. Donc, j'estime que le DXY a toujours cette marge de progression. Vous voyez que la semaine dernière, au final, on a eu un doji sur le graphique hebdomadaire. Un doji, c'est
Ça veut dire indécision du marché. Donc c'est ni un signal haussier, ni un signal baissier. Donc c'est ni un signal de poursuite de tendance baissière. Voilà, donc concrètement, c'est-à-dire qu'il y a des chances quand même qu'on ait un retour à 90. Moi, je pense qu'on l'aura ce retour. Est-ce qu'on l'aura cette semaine? Écoutez, j'espère. On a toujours cette divergence de momentum qui est en place. Regardez ici, des points bas de plus en plus haut sur le RSI, alors que le prix marque des points bas de plus en plus bas. Donc on a une divergence de momentum qui, eh bien, dans le passé, avait généralement précédé un petit mouvement haussier au minimum. Regardez ici, on avait une divergence baissière. Alors non, même pas. Ici, on avait une divergence baissière, on avait une grande divergence baissière et ça avait précédé un beau rebond du DXY. Donc je ne dis pas qu'on aura le même rebond, mais je pense que au moins un retour à 90 est possible. Donc voilà, les catalyseurs qui pourraient permettre ce rebond, c'est par exemple jeudi. Jeudi, on a la deadline pour que le Congrès américain s'accorde sur un financement du budget fédéral à long terme. Auquel cas, si ce n'est, eh bien, nous aurons un shutdown aux États-Unis. Voilà, parce que l'accord qui avait été trouvé le 23 janvier dernier, c'était un accord de financement de court terme. Voilà, donc le Congrès, ça va être un événement important cette semaine. Euh, il devrait y avoir un budget fédéral qui devrait progresser, qui devrait augmenter, et donc en fait la dette américaine pourrait encore augmenter et faire pression et encore inquiéter le marché obligataire les rendements pourraient encore augmenter et faire pression sur les marchés actions. Voilà, si on a augmentation de la dette américaine, ça fera pression sur les marchés actions. C'est mercredi, non, c'est jeudi, James. C'est jeudi la deadline pour le budget fédéral. Voilà, donc non, on livre concrètement pour les O90, peu de chance. Je ne dirais pas peu de chance. Est-ce qu'on va atteindre cette semaine? Écoutez, ça va dépendre. Je pense que si on n'a pas d'accord de trouver, ou alors si on a un accord de trouver qui fait office d'une augmentation du budget de la dette américaine, qui relève le plafond de la dette, eh bien, on a un dollar qui devrait être soutenu. Voilà. Parce que faut pas oublier que dans le fond, on a quand même cette corrélation qui est positive entre les taux et le DXY. Donc même si là on a une décorrélation, à long terme, on a quand même une corrélation largement positive, donc ça devrait provoquer un rattrapage. Regardez, on va se mettre donc sur le DXY. Voilà, sur 5 ans, le DXY, on peut voir qu'on a quand même une corrélation qui est positive. Or certes, il y a des moments où la corrélation ne fonctionne pas. Une corrélation, ça ne fonctionne pas toujours. Mais vous voyez que si on a des taux qui augmentent, on a des chances que le DXY progresse également. C'est bien les taux qui guident le dollar et pas le dollar qui guide les taux. Hein. Voilà. Donc voilà, concrètement, pourquoi on n'a pas cette hausse du dollar pour un moment? Parce que plus que le rendement du 10 ans, c'est plutôt le marché obligataire d'une manière générale. Si on regarde les spreads internationaux, c'est-à-dire on va regarder le 10 ans allemand avec le 10 ans américain, on va regarder le 10 ans japonais avec le 10 ans américain, eh bien, ils progressent, mais très très peu. S'ils progressent plus, ça veut dire que si le marché obligataire européen et asiatique reste stable, que les taux restent stables, mais qu'aux États-Unis ils augmentent, eh bien là on aura par contre un spread qui va augmenter, beaucoup plus qu'actuellement et qui va soutenir le dollar. Donc il faudrait que la situation concrètement du marché obligataire se stabilise, mais qu'elle continue à progresser aux États-Unis, ce qui pourrait être le cas en cas d'une augmentation de la dette américaine, parce que ce serait que local. Et donc pour avoir une accélération des taux américains et donc des spreads qui se creusent. Et ça pourrait être techniquement un catalyseur qui pourrait signaler une hausse du dollar, une reprise haussière importante. Donc voilà, pour moi 90 ça reste d'actualité.
Maintenant, vous pouvez voir que la divergence, elle peut tout aussi bien faire rebondir le dollar cette semaine qu'elle peut le faire prochainement. Voilà. Donc, vous voyez que la divergence ici, on en avait une, et pourtant, vous voyez que la divergence a été formée au bout de 2 mois quasiment. Euh, donc voilà, c'est pas parce qu'on a une divergence actuellement qu'on va avoir un rebond imminent. Mais en tout cas, ça signale, ça alerte de la tendance baissière. Ça veut dire qu'on a une divergence du momentum et le momentum précède l'action des prix. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment de se positionner à la vente sur le dollar. Ça c'est un fait. Ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est le moment de s'intéresser aux positions acheteuses? Moi, je pense un retour à 88 points, ce support-là, 88,15, ça serait un point d'entrée intéressant, je pense, pour entrer à l'achat sur le dollar. Euro-dollar, c'est quoi sa tendance? Eh bien, encore une fois, sa tendance, elle est haussière. À l'image du DXY, l'euro-dollar, c'est l'inverse. Donc, sa tendance, elle est haussière. Maintenant, si vous êtes si vous anticipez également un rebond du dollar, ça veut dire que vous anticipez une baisse de l'euro-dollar. Ici aussi, il y a une divergence. Regardez le prix, le RSI, 75,21, 75. Ah non, pardon, on n'a pas de divergence encore sur le RSI. Par contre, sur la MACD, nous l'avons. Donc voilà, on a un tout début de divergence qui est en train de se former sur l'euro-dollar, sous 1,25, donc sous résistance. On n'a pas eu la clôture hebdomadaire au-dessus des 1,25, donc voilà, le signal important n'a pas été concrètement donné. On peut voir en journalier, ça a été clôturé, mais très légèrement. Est-ce qu'on peut valider cette clôture? Moi, je ne pense pas, même si en termes mathématiques, on est au-dessus, la clôture était au-dessus d'un 25. Bon, on est quand même on voit que ça a été fait avec une faible conviction. Donc bon, moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance clairement à cette clôture au-dessus des 1,25. En hebdomadaire, on a clôturé en dessous. Et voilà, on a cette divergence haussière sur le DXY, baissière sur l'euro-dollar qui est en train de se mettre en place, ce qui pourrait précéder un mouvement baissier sur l'euro jusqu'à au moins 1,2230. Donc 1,25, moi, ça m'intéresse concrètement pour se positionner à la vente. Le GBP USD, c'est pareil. On a cette divergence baissière, pour voir clairement, divergence baissière. 1,40, c'est le premier support, mais moi ce qui m'intéresse réellement c'est un retour du prix dans cette zone, en fait dans la zone basse de son canal haussier. Il y a la BOE jeudi avec un statu quo qui est attendu, 5% seulement de probabilité d'une hausse des taux jeudi d'après les dernières estimations de Bloomberg. Par contre, on a le rapport économique de la Banque d'Angleterre qui sera publié avec notamment les projections économiques et les projections d'inflation. Si on a des projections d'inflation qui sont revues à la hausse, on aura probablement une livre sterling qui sera haussière parce que on aura plus de chances d'une hausse des taux. Si on a une hausse de la croissance, c'est pareil. Hausse de la croissance, je rappelle qu'aujourd'hui, pourquoi la BOE ne procède pas à une nouvelle hausse des taux alors que l'inflation est à 3%, c'est parce que la croissance est trop fragile. Or, des taux qui augmentent, c'est des emprunts qui sont réduits. Des emprunts qui sont réduits, c'est moins d'investissements. Or, les investissements, ils sont quand même globalement assez faibles au Royaume-Uni. Depuis le vote en faveur du Brexit, on a quand même des investisseurs qui sont prudents. Donc voilà, une augmentation des taux, ça augmenterait cette inquiétude, en tout cas ça diminuerait la capacité d'investissement au Royaume-Uni. Or, elle est déjà encore assez faible. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles hausses des taux, c'est parce que la croissance est trop fragile. Mais si on a une projection de croissance qui est, encore une fois, qui est supérieure aux précédentes prévisions, dans ce cas-là, on aura très probablement une augmentation de la livre sterling. Donc concrètement, jeudi, si on a une augmentation, une amélioration des prévisions économiques, ça sera positif pour la livre. Ce qui est plutôt logique, mais au moins vous comprenez pourquoi. NZD, Boropli, divergence baissière, encore une fois. Vous voyez que si on regarde toutes les paires majeures, on a des divergences entre prix et momentum qui est en train de se former. Donc voilà, NZD, on a potentiellement un repli jusqu'à 38,2 voire 50% qui est possible. Est-ce qu'on a un signal baissier? Pas encore. Regardez le RSI, il rebondit sur 50 et le prix est sur support. Donc
Voilà, on a potentiellement un retour à 0,7350. Mais si on a un retour à 0,7350, ça serait l'opportunité pour shorter le NZD. Voilà, donc en clair, si on a un retour ici, opportunité de vente. Je vais tracer un petit peu. JBP-USD, opportunité de vente. Alors bien évidemment, ce sont des opportunités de vente si vous croyez à la baisse, à la hausse du dollar. Si vous ne croyez pas à un rebond du dollar, dans ce cas-là, ne prenez pas en considération ce que je vous dis là. L'USD Yen après avoir atteint 110, ouais, que son momentum est quand même assez loin de sa zone de résistance, cette oblique baissière qui fait pression depuis la fin de l'année 2016. Euh, le marché prend des bénéfices à 110, donc c'est l'objectif qui avait été donné en début de semaine dernière, qui a été atteint. Moi, je pense que l'USD a quand même suffisamment de marge pour progresser, surtout si le dollar rebondit. On devrait avoir une poursuite de la hausse jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on peut vendre, on pourra s'intéresser aux positions vendeuses vers ces 112, 68, voire 114. Mais en tout cas, à court terme, je pense qu'on peut connaître une poursuite de la hausse. L'USD-SHF, c'est pareil. Voilà, bien que on a une belle baisse, bien que ce niveau, j'avais donné un signal haussier, enfin un scénario haussier, euh, c'était par là, hein. C'était mardi 30. On a eu un plus bas qui a été fait. Donc voilà, mais c'est pareil. Si on regarde le momentum, plus bas ici 22,43 et ici 22,53. Donc on a une petite divergence haussière. Donc sur toutes les paires majeures, on a une divergence au bénéfice du dollar qui est en train, qui sont en train de se former, pardon. À part sur l'AUD où il n'y a pas de divergence, mais on a eu un beau repli. Vous voyez, on a bien fait de pas prendre en considération ce signal haussier parce qu'on avait cette divergence du dollar qui était en train de se former. Est-ce qu'il peut aller plus bas cet AUD? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il peut aller plus bas. Si on utilise les retracements de Fibonacci, on peut voir que le cours a tracé 38,2. Donc le prochain seuil majeur, c'est 50%, c'est-à-dire 0,7818. Bonjour, et le cross AUD-NZD de la part de Ramsey. Eh bien, AUD-NZD, moi je serais plutôt au bénéfice de l'AUD quand même. Alors, plutôt au bénéfice de l'AUD. Alors, tac. On va regarder en hebdomadaire déjà. Hebdomadaire, vous voyez que on a cette clôture sur la moyenne mobile à 50 jours, donc qui fait office de support. Office de support. Moi, j'aurais plus tendance à privilégier l'achat AUD face au NZD. Pourquoi? Parce qu'on a l'RBA qui sera demain. Bon, il n'y a aucune hausse des taux qui est attendue de la part de RBA. Pour savoir pourquoi, je vous invite à lire mon article que j'ai écrit, qui a été publié ce week-end. Alors, voilà, c'est ça. Les rendez-vous de la semaine prochaine, Banque d'Angleterre, RBA, budget fédéral. Si vous voulez avoir plus de précision, pourquoi au niveau du budget fédéral, l'impact sur le marché, la Banque d'Angleterre, ce qu'on attend réellement, et la Réserve fédérale, c'est quand même une étude qui a été faite avec l'endettement, etc. Bref, c'est assez intéressant honnêtement. Donc je vous invite à lire cet article. En clair, pardon, on a le taux d'endettement, la RBA, enfin des ménages australiens qui est extrêmement élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, les ménages australiens sont endettés d'environ 120% du PIB australien. La moyenne du G20, c'est environ 60, et en France, c'est 58. Voilà. Donc on a un taux d'endettement en Australie, des ménages australiens, qui est 2 fois supérieur à la moyenne du G20. Donc voilà, la RBA devrait garder des taux assez accommodants. On a déjà des autorités qui ont augmenté, qui ont diminué le profil de risque pour prêter aux ménages pour réduire cet endettement. Ce qui marche, parce que depuis janvier 2016, depuis que la RBA a adopté une politique monétaire à ses plus bas historiques, 1,5%, eh bien on a ce taux d'endettement qui diminue. Voilà, donc tant qu'il diminue, c'est une bonne chose, et c'est pour ça que la RBA, elle devrait garder encore ses taux accommodants cette nuit, enfin la nuit prochaine.
Mais la NZD, par contre, elle est attendue, enfin, elle a plutôt un impact dovish qui est attendu, étant donné que la balance commerciale est en train de nouveau à se creuser. Donc voilà, elle devrait, cette RBNZ, quand même, garder des efforts pour faire pression sur son dollar NZD, soutenir les exportations et donc la UDNZD devrait augmenter. Sauf que les deux partenaires commerciaux de la Nouvelle-Zélande sont la Chine et l'Australie. Donc, elle doit faire quand même attention à ces taux de change, à UDNZD et à l'ENZD face au CNH. Voilà, donc moi, ce que je m'attends cette nuit, c'est la nuit prochaine, pardon, c'est certes une RBA qui va garder une politique monétaire inchangée, mais par contre, je pense qu'on arrive, enfin en tout cas les principales estimations, table aux étaux de l'RBA d'ici la fin du premier semestre. Donc on devrait avoir un ton qui devrait peu à peu devenir hawkish pour la RBA. Et donc au détriment du NZD, donc bullish, AUD, NZD sur du court terme. Je pense qu'on peut viser les 1,1 sur du court terme. Voilà, je pense qu'on peut revenir à ce niveau de prix. Alors j'ai des questions sur les indices, je vais y venir après sur les indices. L'AUD annonce taux, voilà exactement, la nuit prochaine, Loïc, c'est la RBA, les taux sont inchangés. Mais c'est surtout le rapport, le compte rendu qu'on attend, le communiqué. Bonjour, un mot sur l'euro AUD de la part de Assis, très bien. Alors l'euro AUD, vous voyez qu'on a une super performance de l'euro à court terme. Même depuis le début de l'année 2017, on peut voir clairement la tendance est haussière. Alors, est-ce que on n'a pas grand chose hein, d'un point de vue technique, en tout cas personnellement je ne vois pas grand chose. On va se mettre en hebdomadaire, voir la réaction du marché. Alors on a un breakout sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que on a ce plus haut. La semaine dernière, le cours a clôturé au-dessus de ce plus haut, donc on a un signal haussier sur l'euro AUD. Donc super performance de l'euro AUD à venir, direction les 1,6. Ça me semble possible d'un point de vue momentum. On n'a pas de divergence baissière, que ce soit sur la RSI ou la MACD. Donc pour moi, voilà, c'est haussier, direction 1,6 sur l'euro AUD. Maintenant en termes de ratio risque-rendement, rentrer à ce niveau de prix. Alors on a le breakout des 1,56, tac, plutôt 1,55. Hein. Voilà, 1,55. Bon, moi je vois pas trop en termes de ratio risque-rendement pour viser un 6. Je pense qu'au niveau ratio risque-rendement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à ce niveau de prix. Mais en tout cas, tendance à être haussière. Et je pense que l'euro UD peut venir chercher les 1,6 sur du court terme d'ici quelques séances. Alors, je passe sur les indices. Le Hang Seng, pour voir, on a eu un beau repli, 32 000. On a le fameux repli à 31 280 qu'on attend. Est-ce qu'il faudra rentrer à l'achat à 31 332? Écoutez, si on a toujours ces inquiétudes, ces pressions sur le marché obligataire, je pense qu'on peut s'attendre à un repli beaucoup plus important. Donc, comment on va pouvoir anticiper ce rebond des marchés actions? Eh bien, si on a des divergences haussières de court terme, je pense pas qu'on peut attendre une divergence journalière, parce qu'une divergence journalière, ça prend plus d'une semaine, d'une manière générale. Donc, ça prend même, je dirais, 2 semaines. Je pense pas que on va avoir une divergence entre prix et momentum pendant 2 semaines. Ça voudrait dire qu'on a un momentum qui est haussier pendant 2 semaines et que le prix est baissé pendant 2 semaines. Or,
Je pense pas qu'on aura un repli des marchés actions pendant 2 semaines. Mais ça, c'est personnel. Tout est possible. Donc du coup, on va plutôt s'intéresser à des divergences sur du H4. Pour le moment, on n'en a pas. Donc tout mène à croire qu'on peut toujours avoir un repli d'un point de vue du prix parce que le momentum est encore baissier. Le Nikkei, il a cassé les 23 000. Donc voilà, ce scénario aussi à 23 000, eh bien, elle a fait défaut, hein, tout simplement parce que personne n'a anticipé, je pense, cette pression sur le marché obligataire. Enfin, on avait des signaux, mais personne ne savait c'était quand. Donc là, ça commence à être le cas. Cette pression sur le marché obligataire, faut bien être conscient que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Quand on regarde le Bund, quand on regarde le 10 ans américain, eh bien, il continue à être sous pression, à gagner du terrain. Donc, voilà, tout mène à croire qu'on a des marchés actions qui peuvent encore continuer à reculer. En termes d'analyse technique, le Nikkei arrive sur un niveau de support 22 600. Encore une fois, c'est pas un niveau de prix à s'intéresser pour passer à l'achat. Par contre, on voit que le momentum arrive dans sa zone de survente. Il est 29, donc il est en dessous de 30, tout simplement. En dessous de 30, donc voilà. 30, je vous rappelle, c'est la zone à partir duquel le momentum est en excès. En léger excès, mais en excès. Donc voilà, prudence, en tout cas, pas de stratégie vendeuse pour le moment sur le Nikkei. D'un point de vue hebdomadaire, on peut voir qu'il est sorti de sa zone de surachat et qu'il revient dans une zone assez saine, ce qui va permettre à terme au Nikkei de continuer à progresser avec sa politique monétaire extrêmement généreuse. Donc voilà, on va potentiellement cette semaine faire un bottom sur le Nikkei, sur le momentum du Nikkei, et on va pouvoir s'intéresser aux positions à chaud, je pense, d'ici la fin de semaine. L'Eurostock, c'est pareil. Vous voyez que ce momentum est assez bas, il est en zone de survente, 3485. Bon, concrètement, les stratégies acheteuses n'ont pas été du tout bonnes sur Eurostox. Encore une fois, c'est à cause du marché obligataire. Si on regarde sur le graphique hebdo, on casse 44. On n'a pas de divergence baissière sur l'Eurostox, il me semble. Par contre, sur le CAC et le DAX, il commence à en avoir une. Hein. Alors, CAC 40, vous voyez qu'on a une divergence ici. Le momentum de plus en plus bas, le prix de plus en plus haut. Donc là, il y a eu un beau repli des marchés actions français vendredi. On revient à 3003, à 5003, pardon. Est-ce que c'est un bon niveau de support? J'ai envie de dire oui. Maintenant, vu l'état du marché obligataire, je pense qu'il peut être enfoncé. Le DAX, il casse les 13 000. Il casse la moyenne mobile à 200 jours, le DAX. Le CAC est dessus. Et l'Eurostox casse également sa moyenne mobile à 200 jours. Donc tout mène à croire qu'on pourrait avoir un repli plus important. Donc là, le prochain niveau de support sur l'Eurostox, c'est 3400. C'est ce niveau de support, ce plus bas de l'été 2017. Le CAC, c'est 5000. Alors je ne dis pas qu'on va revenir à 5000, mais c'est possible en tout cas qu'on y revienne. Et pour le DAX, je pense que c'est possible qu'on revienne vers les 12 000 points avant de reprendre une hausse. Parce qu'au niveau fondamental, les discussions pour la coalition allemande n'ont pas été résolues. On a toujours ces négociations qui sont en place. Alors la deadline devait être dimanche. Elle a été repoussée d'un jour. Donc on a encore des négociations qui sont en place aujourd'hui. Mais voilà, il y a quand même des divergences entre le SPD et le CDU-CDP de Angela Merkel. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de catalyseur qui pourrait justifier une hausse, les marchés actions devraient soit consolider, soit continuer à se replier. Que ce soit sur CAC DAX ou sur les indices des pays du sud de l'Europe. On regarde l'IBEX, il revient à 10 000. Alors 10 000, est-ce que c'est une opportunité d'achat? J'ai envie de dire oui. Oui, c'est une opportunité d'achat. Grâce ou à cause de cette tension sur le marché obligataire, qui, comme vous pouvez le voir, a fait replier l'indice de façon importante quand même. Donc 10 000, pourquoi pas? Oui, ça s'achète. Est-ce qu'il peut revenir à 9 009? Oui, c'est possible qu'il revienne à 9 009. Au vu du marché obligataire, c'est possible. Si vous regardez, alors on est sur le 10 ans américain, on va regarder le 10 ans allemand. Alors on va pas mettre le 10 ans japonais, c'est un peu compliqué pourquoi on va pas mettre le 10 ans japonais, c'est parce que
Parce que comme vous savez, la Banque du Japon rachète ses obligations à 10 ans d'une quantité illimitée lorsque le taux arrive à 0,11%. Donc c'est pour ça que l'USD Yen, il y a un fort potentiel haussier. Il y a un fort potentiel haussier parce que du coup, le rendement du 10 ans japonais va rester stable. Disons qu'il y a un plafond, alors que celui des États-Unis a des chances de progresser. Donc le spread va s'écarter au bénéfice du dollar. Donc USD Yen, si on a cette tension sur le marché obligataire qui continue, l'USD Yen a de fortes chances de progresser. Là devant nous, on a l'Allemagne versus américain, et on peut voir que l'Allemagne 0,75, c'est un niveau le plus élevé depuis 2015, depuis l'été 2015. Donc ce qui est quand même énorme. Et vous pouvez voir que sur un an, on a une corrélation totalement positive. Donc on a autant des tensions sur les rendements européens que sur ceux américains. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse, que ce soit sur le DAX, l'IBEX, le CAC 40. Voilà, donc l'IBEX, techniquement, les 10 000, 9 009, 10 000, ça s'achète. C'est positionné achat DAX et CAC 40 vous semble intéressant maintenant. Alors, maintenant, non. Maintenant, non. Pourquoi? Parce que voilà, il y a encore ces marchés obligataires. On a le budget fédéral américain qui sera normalement voté d'ici jeudi. Si ce n'est pas le cas, ça va créer encore des tensions sur le marché obligataire. Si c'est le cas et qu'on a un plafond de la dette qui est relevé, ça va également créer des inquiétudes sur le marché obligataire. Et on a un potentiel baissier encore. Du coup, ça créerait un potentiel baissier sur les marchés actions. Donc, en termes techniques, oui. En termes de timing, non. C'est pour ça que j'attendrai personnellement vraiment une divergence ou une jambe de hausse, quelque chose, en tout cas un catalyseur vraiment important et non pas un retour sur un niveau de support. Parce que d'un point de vue fondamental, ce n'est pas le cas. D'un point de vue fondamental, encore une fois, la coalition en Allemagne n'a pas été finalisée. En Italie, on a les élections qui arrivent. Et voilà, concrètement, en zone euro, c'est un petit peu ça. Et en Catalogne, bon, il y a des petites inquiétudes, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on connaissait au mois d'octobre. Mais du coup, voilà, le marché obligataire cette semaine, avec le budget fédéral américain, va être quand même pas mal exposé. Et donc, en ricochet, le marché action peut également, autant autant avoir des répercussions baissières qu'haussières. Ça va dépendre du budget qui sera voté. Vente sur le DAX et le CAC 40. Alors ça c'est vente CAC DAX. Alors ça c'est une très bonne question. Honnêtement, ça me semble pour moi ça me semble extrêmement compliqué de vendre du CAC DAX parce que ou même des actions européennes parce que voilà, il y a quand même une politique monétaire généreuse, on a des indices enfin des actions, des entreprises qui se développent assez bien en ce moment, qui font des meilleurs bénéfices, en tout cas qui ont une tendance très bonne, donc c'est bénéfique pour les marchés actions. Ils sont pas surévalués à l'inverse de Wall Street. Donc vendre les marchés actions européens, moi ça me semble très risqué. C'est pour ça que personnellement j'aurais plus tendance à attendre un repli sur un support plutôt que de vendre des marchés actions. Voilà, donc honnêtement, regardez en plus cette moyenne mobile à 50 jours, dans le passé, cette moyenne mobile à 50 semaines, pardon, a quand même fait office de support. Vous voyez qu'ici on avait une zone de support, pareil. Bon, c'est pas au pips près, mais vous voyez que la moyenne mobile à 50, il y a des 50 semaines et 200 semaines aussi, elle a été importante. Donc j'ai envie de dire là on est sur support, vendre sur un support, ça me semble compliqué. Plus support psychologique 12 500, même si ça ne semble de rien, honnêtement je m'abstiendrai de vendre, pour être honnête avec vous. Par contre, si on a un retour à 12 000, c'est possible, hein, mais si on a un retour à 12 000, là ce sera un fort niveau de support et, voilà, on sera sur un niveau de support très très intéressant. Mais là vous voyez que, regardez si on dézoome un petit peu, on est ni plus ni moins à 50% de retracement de cette tendance.
Regardez. 50, 61,8, 51,8, 60. 61,8, 50%, pardon. On est dans cette zone-là. Donc on est un petit peu au milieu. Un petit peu au milieu de, pas n'importe où, mais presque. On n'est pas sur un niveau de support très très important. Donc on a, disons, une marge de baisse potentielle, mais on a également une marge de hausse. Parce qu'on est quand même sur les 12 005. Désolé, mais chez moi, le CAC 40 est bloqué depuis 9h05. Chez vous, désolé, mais chez moi, alors, CAC 40, alors, moi, il est à 5310 chez moi. Donc il cote, hein. Cote à 5310, 5311, vous voyez qu'il y a du mouvement. Donc je sais pas, est-ce que vous êtes chez IG? Parce que chez IG, en tout cas, il cote, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà pour ce qui est du CAC 40. À noter que le CAC 40 est revenu quand même à son niveau de prix de clôture de 2017 à 5290. Donc ce qui, vous voyez que le CAC quand même, il est sur un niveau de support important. Il est à 5003, seuil psychologique, clôture de 2017, support technique à 5269, moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, on a quand même une forte, très forte zone de support du CAC 40 au niveau de prix actuel. C'est quand même une très très forte zone de support. Mais bon, maintenant, on a quand même un marché obligataire qui est sous pression et rien ne dit qu'on a potentiellement une pression qui va s'accentuer d'ici les prochaines séances. Il est chez FXCM, CAC bloqué, voilà. Donc voilà, ici, webinaire proposé à IG, CAC 40, donc chez IG, il cote, hein, vous voyez que les indices cotent. Donc voilà, je ne saurais vous renseigner. Au niveau des matières premières, divergence baissière, encore une fois sur l'or, ce qui me vraiment, cette divergence, elle me rassure sur les stratégies haussières du dollar. Vous voyez que la divergence, on a le signal baissier qu'on a pris en considération lundi 29 janvier, aux alentours des 1347. Le cours est à 1335. Il y a encore un potentiel baissier. Je dirais au moins 38,2, voire ce niveau du support à 1311. Si le dollar rebondit jusqu'à 90, l'or reviendra à 1311, voire même 1300. Là, on a un petit rebond. Pourquoi? Parce que le RSI, vous voyez, comment dire, il est en train de tester les 50. Donc quand il teste 50, on a généralement un petit rebond du momentum, et soit on a ce rebond, ou soit on a un faux signal haussier, et on reprend une tendance baissière. Donc voilà, c'est normal qu'aujourd'hui on a un petit rebond de l'or. Et au niveau du pétrole, on a toujours ces consolidations. Moi, je n'ai rien à rajouter sur ces consolidations, hein. Ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est dans ces consolidations. Le Brent, support à 68, résistance à 70. Le brut, support à 63 et résistance à 66. François qui nous dit PRT bloc et Interbroker IB bloc aussi. Ah. Mais écoutez, chez G en tout cas ça code. Vous voyez très bien que ça clignote partout, donc voilà. Regardez, oui, regardez, hein, vous pouvez regarder. Tac. Et donc on va terminer ce point de marché, s'il n'y a plus de questions, sur rapidement un mot sur le marché obligataire. On n'a pas l'habitude de le voir dans mes points de marché, mais c'est très important. Regardez ce Bund. Alors le Bund, concrètement, comment fonctionne un marché obligataire? Là, c'est le prix d'une obligation. C'est le prix du Bund, prix d'un T-note. Donc c'est en fait le prix du billet moins le rendement. Donc ça veut dire qu'il y a un rendement qui est haussier, on va avoir concrètement un Bund qui va être baissier. Et vous voyez que le Bund, concrètement, c'est presque un couteau qui tombe, hein, en ce moment. Donc c'est pour ça qu'acheter un marché action, un Bund qui baisse, c'est pas grave, mais ça dépend du momentum. Tout est une question de momentum. Un momentum trop important, ça inquiète. Ça inquiète au niveau du marché obligataire. Et qui dit hausse du marché obligataire, enfin qui dit crack du marché obligataire, dit baisse du marché action. Parce que un marché obligataire qui craque, c'est
des investisseurs qui font moins prêter en termes d'obligations, donc qui vont moins prêter, et donc les rendements vont augmenter, et donc les États ou les entreprises vont emprunter à des prix plus élevés, donc à des rendements plus élevés. Donc si ils empruntent à des rendements plus élevés, on a des frais, on a concrètement des frais qui sont plus élevés des entreprises, et donc une capacité, enfin un potentiel rendement des entreprises, de bénéfices qui vont être diminués. C'est pour ça que le marché obligataire est lié, enfin le marché action est lié au marché obligataire. Crack du marché obligataire, c'est pas bon pour le marché action. Voilà, donc un marché obligataire qui baisse petit à petit, c'est pas dangereux. Par contre, vous voyez que le momentum, trop de momentum, c'est compliqué. Voilà, écoutez, moi j'ai fini avec ce point de marché, hein, concrètement. Aujourd'hui, vous l'aurez compris sur le calendrier économique, les PMI qui seront publiés. Et écoutez, on se donne rendez-vous demain pour le prochain point de marché. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et à demain.